numérique. Alors on enchaîne avec une autre prise de parole, industrialiser des mobilités hardware en France. Est-ce une réalité ou une fiction? On va en parler avec Ultima Mobility et Jérôme Mortal. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc ceux qui me connaissent savent que mon principal driver c'est l'énergie, donc ça va aller vite. Il y a beaucoup de slides, je vais défiler, mais on aura le temps de parler un peu plus tard. L'important c'est de vous raconter une histoire, et donc c'est parti. 5 points importants que je décompose sur ce slide et sur lequel je vais développer. Ultima Mobility, il y a une société qui a été créée il y a un peu moins de 2 ans. Notre ambition c'est de développer des objets de mobilité, du vélo à la petite voiture. Et on en est au premier step. Mais avant d'aller plus loin, vous l'avez tous noté, il y a un éléphant dans la pièce. Alors, c'est pas moi, mais c'est notre industrie. Donc moi, je suis un passionné d'industrie automobile. Et globalement, quand je suis revenu en France, début 2018, j'ai été profondément choqué de l'état de notre industrie, qu'elle soit automobile, petite mobilité. Et j'ai mis juste un graphe pour vous montrer un petit peu une vision du PIB pour imager mon propos. Et juste derrière, ce que je veux, c'est vous faire un zoom sur le monde du vélo. Le monde du vélo, en 1970, nous étions le premier fournisseur d'équipements et de composants de vélo au monde. Aujourd'hui, on fabrique en France encore un petit peu d'éclairage et un petit peu de roues, et le reste, tout est parti. Donc, quand vous dites, tiens, je veux lancer dans la mobilité et j'aimerais bien avoir une chaîne d'approvisionnement un peu spécifique et un peu proche pour répondre à des besoins commerciaux à la carte, vous voyez que vous faites face à un vrai problème quand des containers, vous devez les commander 18 mois avant à Taïwan. Donc moi, je suis né en 1969, j'ai 54 ans, j'étais mignon. Je suis né à l'ère de la mobilette, quoi, en fait. Je suis né dans cette ère de la petite mobilité qui était la référence dans les années 50-60 en France. Et après, j'ai passé 40 ans de ma vie, on est presque à l'anniversaire, j'ai passé 40 ans de ma vie à travailler pour l'automobile. Donc l'idée, c'est pas de vous présenter mon CV, c'est de vous dire que ça fait 40 ans que je fais de l'automobile et de la mobilité. Ça fait 40 ans que j'ai un état d'esprit d'entrepreneur et qu'on utilise mes compétences pour ça. Mais en 2016-2017, avec peut-être la provocation un petit peu de Michel, qui est dans la salle, je me suis dit, il faut que j'incite mon employeur de l'époque, qui était un Anglais, indiano, qui fabrique des grosses voitures de l'autre côté du canal, dire, tiens, il faut qu'on refasse des petites voitures. Donc j'ai passé 1 an et demi à essayer de le convaincre, en plus de mon boulot au quotidien, puisque j'étais le chief engineer pour un certain nombre de ses sous-composants. Et en 2017, j'ai décidé d'abandonner et de finalement rejoindre un groupe qui m'offrait l'opportunité de développer de la petite mobilité, des solutions petite mobilité, et en plus un groupe français. Mais bon, le déclic, c'était vraiment 2016-2017, où j'ai volontairement repris un slide que j'avais fait pour Ron Lee, qui était le directeur du powertrain de Jaguar Land Rover, pour ne pas les citer. Un slide que je lui avais préparé en 2018 pour lui montrer, pour une conférence qu'il faisait à la SIA, où il montrait que finalement, demain, vous voulez déplacer 48 personnes, que vous voulez déplacer dans un ICE, un BEV, un hybride. Finalement, vos 48 personnes, qui est le nombre de personnes qu'on met dans un bus, ça vous l'avez bien compris, ils vont prendre la même place et vous allez obtenir le même niveau de congestion. Donc la vraie réponse, c'était l'intermodalité, et pousser l'intermodalité, et donc il faut qu'on travaille sur l'offre. L'intermobilité urbaine, modalité urbaine, en plus il faut qu'elle soit électrique parce qu'on n'a pas besoin de ces émissions en ville. Donc en fait, ce que je disais à Ron Lee à l'époque, je disais I've got a dream, laissons-nous aller dans cette direction. Donc voilà, c'était l'idée. Donc il y a des compagnies qui sont sur le slide, qui ont disparu depuis d'ailleurs, ou qui n'existent plus vraiment. Mais c'est rigolo, le slide n'a pas évolué et je l'ai déjà servi plusieurs fois depuis. L'électricité, c'est possible. La batterie, on sait très bien qu'aujourd'hui, principalement, on en a parlé hier, les matières, on sait d'où elles viennent. C'est principalement piloté par le Far East. Mais on peut imaginer des choses malgré tout. La recyclabilité est en train d'avancer. La technologie des batteries est en train d'évoluer notablement. Et puis moi, je suis un grand fan du swappable. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre qu'on vende une voiture avec sa batterie. On ne vend pas la voiture avec le plein d'essence, et le constructeur ne vous garantit pas de vous remplir votre réservoir tous les jours. Pour moi, la batterie, c'est quelque chose qu'on devrait acheter séparément, qu'on devrait louer séparément, et particulièrement dans la petite mobilité. Dans la petite mobilité, il n'y a pas besoin d'embarquer une batterie. Quand aujourd'hui, vous achetez un vélo et que le gars il vous dit il faut 1000 kg, il faut 1 kWh de batterie sur un vélo, vous ne comprenez pas. Ce dont on a besoin, c'est des bouteilles de coca quelque part avec de la charge disponible et swapper quand on en a besoin. Donc ça, c'est une révolution sur laquelle il faut qu'on travaille. Après, l'électricité, pourquoi on l'aime? Il y a plein de raisons pourquoi on l'aime, mais moi, j'insiste sur pourquoi les clients l'aiment.
Les clients, ils l'aiment parce que c'est silencieux, parce que c'est puissant, c'est coupleux, parce que c'est agréable au quotidien. Et je dirais, la petite contrainte du temps de charge, c'est quelque chose qui est parfaitement gérable, particulièrement quand on parle de batterie swappable. Après, c'est vachement facile d'y aller aujourd'hui, et c'est beaucoup plus facile de le dire maintenant qu'en 2016, je peux vous le dire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde y est. Donc tout le monde a des solutions. J'ai mis quelques exemples, hein, volontairement, des exemples qu'on connaît bien ici en France, mais globalement, vous le savez tous, on est tous dans la mouvance et on y va tous. Donc l'avantage de ça, c'est l'effet floraison, c'est l'effet, il y a de l'offre, il y a de la demande, et plus on va amener d'offres, plus il va y avoir de demande, et finalement, on va tous y aller. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler, c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à se battre, et c'est là-dessus qu'Ultima Mobility a basé sa stratégie, c'est d'apporter des offres, d'apporter des solutions et d'apporter des réponses un peu en décalage ou en avance de phase. Donc je vous parle de ça, mais il faudrait peut-être qu'on parle de marché. Donc le marché de la véhicule électrique et les voitures électriques, c'est à peu près tout on peut à peu près tout faire. Donc ça c'est pareil, c'est un vieux slide, c'est un slide que j'avais fait avec Michel en 2017 pour montrer que on pouvait, ou 2018, on pouvait électrifier à peu près tout ce qui roulait. Et il y avait différentes façons de le faire et de le gérer. Donc il y a des petites photos qui ont un peu évolué. Je trouve que le vélo en bas à droite est très très bien. Il n'existait pas à l'époque. Donc voilà, c'est qu'on peut tout faire en électrique. Il suffit juste de bien comprendre le cas d'usage et d'adapter la réponse technique à ce qu'on veut faire. Moi, le sujet sur lequel je me concentre chez Ultima Mobility, c'est cette gamme-là. Donc ça tombe bien, c'est aussi la gamme-là sur laquelle j'ai beaucoup appris chez Valeo pendant 4 ans. Donc aujourd'hui, on a commencé avec Ultima Mobility avec le vélo. Et on est en train de se déployer, on est en train de travailler sur d'autres sujets, sur lesquels je ne vais pas dévoiler des grandes choses aujourd'hui, mais vous le savez, on est en train de travailler sur la suite. La vraie question, c'est de comprendre le client. Parce que le client, il veut quoi? Est-ce qu'il veut le véhicule en bas à droite? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est ça qu'il veut? Est-ce qu'il veut rester en vélo? Il faut qu'on comprenne un peu tout ça. Et je ne suis pas un spécialiste du marketing, mais j'ai appris. J'ai des proches qui font du bon marketing et qui m'ont aidé. Et donc, j'essaye de comprendre. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'évolution de la petite mobilité, du scooter et de la mobilette dans les 10 prochaines années. Et c'est la vision qu'ont la plupart des analystes. La France, enfin l'Europe, c'est les petits points bleus, là, qu'on ne voit pas d'ailleurs sur le graphe. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de regarder, si on regarde la petite mobilité, comment elle évolue, c'est ce qu'on appelle les L1, L3. L1, c'est les mobilettes, c'est les 45 à l'heure. L3, c'est un peu plus gros. Mais ce que vous voyez, c'est que le gros du boulot, il est autour des 45-50 à l'heure. En fait, c'est normal, en ville, on roule à 30 à l'heure. Donc effectivement, c'est ce segment-là qui va évoluer. Par contre, la plupart des analystes vous disent aujourd'hui, ça ne va pas évoluer en Europe. Moi, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, mais bien, bien profond. Et je vais vous l'expliquer. Pour moi, ma vision, et ça c'est un slide Ultima, propre Ultima, c'est qu'on est en retard sur la mobilité douce en Europe. Il n'y a qu'à se balader un peu dans le monde et vous allez vite comprendre qu'on est en retard. On a tout misé sur l'automobile, on le sait, même quand d'autres pays d'Europe ont pris d'autres virages, en France, on a vraiment tout misé sur l'automobile. Et je pense encore une fois qu'on s'est mis le doigt dans l'œil et qu'on n'a pas su finalement partager la surface disponible entre différentes personnes. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, quand il y avait des carrosses, hier Michel il parlait des carrosses et des chevaux, on n'avait pas le droit d'avoir un carrosse si on n'avait pas un garage. Je pense qu'on a fait une grosse bêtise en disant qu'on avait le droit de garer les voitures n'importe où et laisser les gens acheter des voitures sans pouvoir les garer. Donc je pense qu'il faut qu'on remette les choses à leur place et qu'on reprenne la place qui n'est disponible pour les différents types de mobilité. Pardon. Il y a des bons programmes d'aide pour les OEM éco-friendly, on en a parlé hier, donc il y a des gens qui sont en train de nous aider à développer ce qu'on est en train de faire. L'impact du prix des carburants, je ne vous fais pas de dessin. Le partage des zones au sein des ZFE, donc les ZFE, elles sont en train de prendre un peu de retard, mais elles vont arriver. Et je peux vous dire qu'on ne se baladera pas avec les mêmes véhicules qu'on se balade aujourd'hui dans les ZFE. Il y a des aides qui vont être faites pour les clients finaux. Nous, on est en train de travailler au sein de la filière automobile, filière vélo, pardon, dont je fais partie. On est en train de faire en sorte que les aides soient bien fléchées, hein, qu'on flèche bien les choses qu'on a envie d'aider. Dit autrement, on n'a pas forcément envie d'être les sponsors de la Chine. Améliorer les offres. Et puis démocratiser la batterie et la relation avec la batterie, qui est, à mon avis, qui a été prise un peu à l'envers. Il y avait des bonnes idées au départ, et puis on est parti un peu de travers. Donc tout ça pour vous dire que le graphe qui est en bas à droite sur l'évolution de la mobilité en France, de cette petite mobilité, moi j'y crois pas. Alors j'y crois d'autant plus, pas du tout, c'est quand je discute et que je vais dans certains consortiums, quand je vois ce qu'est en train de faire Piaggio, Yamaha, Harley, Renault aussi sur certains aspects, Honda, et comment les gens essaient de se poser des questions. Donc il y a des consortiums qui sont en train de se mettre en place sur les batteries swappable. On est en train de développer plein de technologies en dessous de 60 volts, donc c'est-à-dire très sécuritaire, qui fait que tout le monde peut intervenir sur les véhicules, et ça c'est très encourageant. La législation s'est vraiment bien simplifiée entre L1 et L7, et ça va nous aider, nous aussi, constructeurs, à développer les bons produits.
Et puis, il y a des pays qui considèrent ça comme prioritaire. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Allemagne en fait partie. Ce n'est pas forcément visible aujourd'hui sur leurs véhicules, mais l'Allemagne fait partie des pays qui poussent très fort pour qu'on accélère ce genre de développement. Et puis voilà, puis d'autres pays. Maintenant, je reviens sur l'usage et je zoome un petit peu sur les clients et ce qu'ils font aujourd'hui. Donc là, vous avez le nombre de vélos vendus, VAE, vélos électriques vendus, et le taux de pénétration des VAE. Donc ce que vous pouvez voir très rapidement en regardant ce graphe, c'est que la France, en 2025, là, on est très très en retard. Donc en fait, on sait que le VAE va continuer à pénétrer massivement sur le marché français. Une autre chose qui est très intéressante, c'est quand on regarde un peu plus le comportement, l'aspect comportemental des gens, c'est quelle distance on est prêt à faire à pied. Donc on parlait tout à l'heure des marcheurs. Et ben c'est plutôt sympa cette courbe. On se dit, tiens, les gens ils vont jusqu'à faire 3 km pour les plus, ceux qui font le plus, 3 km à pied pour aller faire du déplacement quotidien. En vélo, on voit qu'il y a un souci en fait. On voit qu'on tombe sur le même chiffre. C'est-à-dire que les gens sont prêts à faire 3 km en vélo, mais pas plus. Alors qu'un vélo, à mon avis, avec un vélo, quand il est bien utilisé, quand il est bien fait, qu'il a bien été conçu et qu'on se sent bien dessus, faire 10 km pour aller à son travail en vélo, c'est tout à fait faisable. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on retrouve dans les déplacements urbains. On tombe sur des distances d'à peu près 7-8 km en moyenne faites par les utilisateurs. Donc le vélo, ça aussi vous ne le savez peut-être pas, c'est le moyen de mobilité le plus vendu en France, 43%. Et ce qui est rigolo, c'est quand on regarde le marché électrique, le vélo c'est aussi 43%. Donc le vélo c'est 43% des véhicules électriques vendus en France, donc c'est aussi le leader. Mais par contre, le marché, il est stable. Quand on regarde les chiffres, les gens vous disent « ouais, ça croît, ça continue à croître ». Pas tant que ça. Quand on regarde, on prend un peu de hauteur. Oui, on a une grosse croissance dans les alentours de 2020. Et puis maintenant, on est à peu près sur une stabilité. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'on entend. Mais c'est bien de l'avoir à l'esprit. En revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ça. C'est que les gens en mettent de plus en plus d'argent. Là, on n'est plus en nombre, on est en valeur. Les gens mettent plus d'argent dans leur vélo. Et donc, si les gens mettent plus d'argent, nous, notre préoccupation, ça va être de dire qu'est-ce qu'on leur offre, qu'est-ce qu'on leur rajoute en plus. De la sécurité, des fonctions anti-vol, du confort. Je fais référence à une enquête qui a été faite par la Société des autoroutes l'année dernière, où il disait 80% des cyclistes parisiens, quand ils prennent leur vélo le matin, ils ont peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils n'aient pas peur ? Eh ben, on leur met une boîte automatique. On leur enlève un certain nombre de contraintes pour qu'ils n'aient pas regardé leur cockpit et qu'ils soient concentrés sur leur environnement. Et avec ça, je pense qu'on arrivera aux objectifs qui sont là sur l'écran, c'est de dire qu'on devrait atteindre plus de 50 millions de VAE en Europe en 2030. Alors après, je reviens sur... ça, c'est les 3 piliers d'Ultima, donc c'est important quand on crée une société, vous le savez comme moi, c'est d'avoir une stratégie. La stratégie d'Ultima, elle est claire, elle est basée sur 3 piliers, donc un pilier produit très fort, un pilier de la production locale, et le 3e pilier qui est lié entre les 2 premiers, c'est de dire on est capable de faire un produit à la carte, et on est capable de livrer à la demande un vélo en moins de 21 jours. Vous configurez, on vous livre en moins de 21 jours. Comment on fait éco-responsable? Comment on réduit son empreinte carbone? Comment on fait local? Ça a été le vrai challenge, c'est le vrai challenge du quotidien d'Ultima. Donc pour le moteur, on s'est associé avec un partenaire qui est sympa, là, qui est en région lyonnaise, qui s'appelle Valeo, qui fait un certain nombre de composants. Je reviendrai après dans différents endroits de France. Donc on a un moteur qui a cette fameuse boîte automatique, qui discute avec notre IoT, qui discute avec nos interfaces, qui discute avec nos smartphones. On est capable de désactiver la boîte de vitesse à distance, on est capable de le mettre au neutre, on est capable de le faire déclencher des modes particuliers. Tout ça avec des fonctionnalités qui sont connectées entre le mode, notre IoT côté vélo et les fonctions du moteur Valeo. En plus, c'est un moteur qui a la beauté d'avoir 130 Nm, donc très coupleux, vous pouvez tracter une remorque, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il est fabriqué en France. L'autre chose, c'est de dire, vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, 99% des cadres de vélo que vous achetez sont fabriqués entre Taïwan et Chine. Et nous, on s'est dit, s'il faut que le vélo il soit labellisé Origine France Garantie, il faut qu'on fasse notre cadre, nos fourches et nos composants en France. Donc il a fallu qu'on aborde le sujet différemment. On a décidé d'aller voir nos copains de BMW qui nous ont vendu du carbone recyclé, enfin du carbone qui venait des BMI3 qui jetaient des chutes. On mélange ça avec un polyamide et un aramide. On met 50% de lin, 50% de fibre de carbone. Et on injecte ça à 400 tonnes et on vous fait un cadre injecté qui me coûte à peu près 103 €. Ça, c'est pas à peu près, il me coûte 103 €. Made in Chalon-sur-Saône.
quand un cas de Made in Taïwan coûte 103 € au départ de Taïwan sans la logistique et sans le conteneur. Et moi, je peux en fabriquer à la demande, c'est-à-dire vous m'en commandez 200 demain, je remets en route la presse et on en produit 200. Donc c'est la grosse vertu du truc. C'est de la relocalisation, ça a plein de vertus en fait derrière commercialement. On a un vrai sujet, j'en discutais tout à l'heure avec Eric Fintin, mais on a un vrai sujet, c'est de faire adopter maintenant les commerçants à notre modèle et dire fabriquer à la carte c'est mieux qu'avoir poussé du stock. Et ça c'est une autre histoire. Mais donc globalement, vous voyez là, c'est quand on injecte nos moules, quand on les teste, quand on injecte nos cadres, pardon, quand on les teste et quand on les produit en France. Donc ce cadre-là, il a gagné le prix du Drive to Zero il y a quelques mois, là, la meilleure solution décarbonée individuelle française. Et on est très fiers d'avoir ce titre. Donc aujourd'hui, ce que nos clients retiennent, et là j'ai pris quelques verbatims, c'est on monte sur ce vélo, c'est simple, c'est facile, c'est confortable. Vous pédalez, le vélo s'occupe du reste. Donc il s'occupe de l'antivol, il s'occupe de la géolocalisation, il s'occupe de changer les vitesses, il s'occupe de l'assistance, il s'occupe de tout. Et il est extrêmement léger, il fait moins de 20 kg. Quand nos compétiteurs habituels sont à 26 ou 27 kg. Donc voilà, on a développé toute une gamme autour de ça, et ça c'est notre produit de référence. Maintenant, on est en train de travailler sur la suite, comme je vous l'ai dit. On est en train de faire des versions qui vont jusqu'à 45 à l'heure. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, la petite mobilité des années 60 de mon année de naissance, là, dans les années 60. Et puis, on est en train de travailler sur des solutions encore un peu plus grosses, qui sont encore importantes à servir. Donc, on sait qu'on a Twizy, on a Amiwan en France, on a Ligier, on a Exam, on a des marques qui font référence. Mais ces marques-là, quand même, ont pris le projet par le haut, avec des approches très basées petites voitures, que nous, on pense qu'il y a un autre créneau qui est plutôt retiré en partant du projet moto, et d'adapter la moto pour la rendre un peu plus adaptée à la mobilité ZFE. On a aussi un gros programme que j'ai mis en bas, là, la flèche bleue, pour vous dire que nous, on continue énormément à travailler. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur des matériaux composites qui sont à 83-84% recyclés. C'est-à-dire, je rejoins la parenthèse de Michel d'hier, c'est de dire que non seulement il faut qu'on produise local, mais il faut qu'on produise avec des produits recyclés. Donc là, nous, on y est. Nos cadres seront bientôt à 83% recyclés. Hein. Alors qu'aujourd'hui, c'est que 50%. Donc je reviens à mon clin d'œil sur le CO2 footprint et j'arrive à la fin de ma présentation. Donc vous savez comment on calcule une empreinte carbone, hein, on regarde ce qui est fait en amont, on regarde ce qui est fait dans nos usines et puis on regarde ce qui est fait en aval et puis on fait un calcul. Donc ça c'est un beau slide Valeo d'ailleurs, Michel, hein, tu te souviens, c'était pour vulgariser ça au sein de l'entreprise, pour développer cette pratique qui est devenue clé aujourd'hui, hein, puisqu'on va flécher les aides dans quelques temps, toutes les aides qui vont être, les incentives dans le monde du vélo vont être fléchés par ce genre de choses. Ça, c'est le résultat du travail qu'on a fait. Donc la vraie difficulté qu'on a rencontrée, nous, petites start-up, c'est de travailler avec des monstres comme Valeo, Hutchinson, ou de travailler avec des petits comme Motion Engineering, Neogy, etc., pour réussir à finalement à mettre tout ça en musique et réussir à fabriquer l'objet dont on rêve. Et en fait, l'enjeu, il est là. C'est de réussir à convaincre des gens de dire « Moi, je ne veux plus te commander un badge de 10 000 pièces, je voudrais te commander des badges de 50 pièces, et du coup, pour que tu puisses me les rendre et me les livrer rapidement, il faut que tu les fasses dans le coin. » Donc là, j'image mes propos par quelques slides. Là, c'est pour vous montrer comment est produit le moteur Valeo. C'est tout sauf un moteur made in China. C'est vraiment un produit local. Il y a quelques composants qui viennent d'Asie, hein, il ne faut pas le nier, mais globalement, il a un taux d'intégration très très bien. Donc nous, ça, on en est très fiers. Hein. Les gens, vous entendez tout et n'importe quoi sur le Made in France, y compris dans la bouche de personnes très qualifiées. Le premier vélo français, origine France garantie, c'est celui-là. Et il n'y en a qu'un aujourd'hui, donc c'est facile. Hein. Et 90% de la valeur, d'après la FNOR, est faite en France. Donc c'est pas, en plus, c'est pas 51,2, hein, c'est 90% de sa valeur. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'accélérer cette relocalisation, de pousser, d'inverser la tendance. Si vous regardez le monde du vélo aujourd'hui, on importe 2,5 millions quand on fait localement, péniblement, 250 000. On s'est donné des objectifs sur 2023-2030 avec la filière, mais je peux vous dire que nos objectifs ne sont pas assez ambitieux. Moi, quand Monsieur Guillaume Gauffier-Valente avait fait un audit sur l'état de la filière vélo en France il y a 2 ans, il m'avait dit « Jérôme, il n'y a pas d'autre alternative pour relocaliser le vélo en France, ça va nous prendre entre 8 et 10 ans. » Donc moi, quand il m'a dit ça, j'étais encore chez Valeo, je lui ai dit « Écoute, je te prends au mot, dans 12 mois, tu auras un vélo français. » Donc je suis allé à Bercy, je suis allé lui montrer 12 mois après, j'ai dit « Regarde, il est commercialisé, tu peux le commander. » Alors après, je me suis heurté à un autre problème. C'est que les gens et les politiciens m'ont dit « Ouais, mais tu te rends compte, ton vélo, il est à 3600 balles. » Donc, juste dans le monde du vélo, pour vous donner un ratio, c'est facile. Le monde du vélo, c'est plus simple que l'automobile. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Le magasin, il prend 1000 balles. Vous faites un peu moins de 1000 balles de marge. Et le reste, c'est le prix de revient. C'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est super simple. Quand vous achetez un vélo dans un magasin, le magasin en face de vous, il prend 1000 balles. Donc, si vous voulez vendre un vélo à 3500 balles, vous avez fait le calcul, vous avez le prix de revient de mon vélo. Vous savez combien il me coûte?
Et donc, quand vous achetez un moteur et une batterie, pardon, vous savez que dans le moteur et la batterie, vous avez à peu près 900 € de la valeur. Et le reste, c'est le vélo. D'accord? Donc, ça vous donne des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. C'est un vrai challenge. Donc, il faut qu'on révolutionne tout ça, qu'on accélère tout ça, et qu'on continue à se battre. Donc, ça passe aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, par la distribution, par le développement du réseau national. Là, vous avez le nombre d'entreprises qui travaillent dans le vélo en France qui sont en train de se redévelopper. En bleu, c'est de 1 à 5 entreprises, et en rouge, c'est de 5 à 10 entreprises. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait avec l'impulsion de 2 ou 3 collègues? On a créé une convention du métier Made in France, où on a mélangé les filières, c'est-à-dire qu'on invite les gens de la filière auto, on invite les gens de la filière aéro, on invite les gens de la filière vélo, et on leur demande de se parler et d'essayer de voir quelles techno ils peuvent faire ensemble. Parce qu'en fait, nous, notre idée de cadre, on a réussi à la faire, c'est parce qu'on fait des caissons de batterie avec le composite qu'on utilise sur le cadre ou des supports moteurs. Et en fait, c'est comment les gens qui ont plein de savoir-faire comme l'automobile parlent à d'autres filières ou l'aéro qui ont plein de filières pour qu'ensemble, ils ouvrent des groupes et ils travaillent ensemble. Donc, pour votre info, la convention du vélo l'année dernière, elle a eu lieu à Vienne, cette année, en juin. 140 personnes, 75 entreprises, 17 plans d'action. Et bon, on avait fait un petit concert de Norah Jones, et puis on avait 2-3 invités de marque qui étaient venus nous parler, comme Michel Forissier, pour ne pas le citer. Et puis Nicolas Huriez, si vous ne le connaissez pas, c'est le patron de 1083, il fait des jeans français. Le denain de ces jeans est made in France, les boutons de ces jeans sont made in France, les coutures de ces jeans sont made in France, et il gagne sa vie. Donc c'est intéressant d'écouter des gens comme ça, parce qu'ils finalement, ils vous expliquent qu'on peut y aller. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait avec Ultima et qu'est-ce qu'on essaye de faire avec, en tous les cas, un petit groupe de personnes avec qui on travaille énormément en ce moment? C'est on essaie de semer des petites graines pour bénéficier de l'effet boule de neige et puis finalement se dire que ce qu'on a mis 30 ans à casser, et j'en parle très librement puisque j'ai passé plus de 15 ans à l'étranger à développer l'industrie dans le monde entier, et comment on en remet un petit peu chez nous parce qu'on en a besoin. Eh ben, merci beaucoup.